Nous veillerons concomitamment à prévenir et à réduire les impacts potentiellement négatifs de ce secteur sur l'environnement et sur le développement des autres secteurs de l'économie, notamment la pêche. Nous procéderons à la structuration d'une filière pétrochimique pour répondre à la demande nationale et sous-régionale en produits dérivés du pétrole et du gaz. Le développement des capacités du secteur aval des hydrocarbures démultipliera les impacts des hydrocarbures sur le reste de l'économie. Nous mettrons également en œuvre pour la réalisation rapide du projet de construction et de gestion de réseaux gazotiques Gaz to Power afin de garantir l'approvisionnement de nos entreprises en énergie et à un prix très compétitif, de l'ordre de 60% de l'ordre de 60 francs CFA contre 110 francs CFA actuellement. Nous y associerons la restructuration de Sénélec dans le cadre de la réforme du secteur de l'énergie. Nous encouragerons également la création d'une industrie locale forte de transformation de nos importantes ressources minérales, argile, basalte, calcaire, fer, etc., en matériaux de construction, et la construction d'un hub métallurgique régional au Sénégal et d'un hub minier à l'est de notre pays. Un écosystème du savoir et de la formation au métier des mines et de la géologie sera mis en place à cet effet. Le secteur des métaux ou minéraux précieux, en particulier l'or et le zircon, fera l'objet d'une attention particulière en renforçant le contenu local de leur exploitation, à travers notamment un quota minimal d'approvisionnement du secteur artisanal et industriel local de l'or ou de transformation locale du zircon et en limitant leur effet sur l'environnement naturel et sur les terres agricoles cultivables. Nous engagerons sans faiblesse aucune l'évaluation des contrats et pratiques en place dans les secteurs des hydrocarbures et mines, afin de corriger ce qui doit l'être sans tarder, en ayant comme seul souci que l'intérêt suprême du peuple sénégalais. De la même manière, nous nous attellerons à la revue et à la mise à jour de la politique et de la réglementation dans ces deux secteurs. S'agissant du commerce, le gouvernement appuiera l'édification de grands complexes commerciaux modernes dans les pôles au même titre que la modernisation et l'extension des marchés de proximité dans les communes. Le dialogue sera renforcé entre le gouvernement et les associations de commerçants pour faciliter l'accès de ces derniers aux informations à la fois sur les marchés étrangers et sur les produits disponibles auprès des industriels locaux. Le secteur informel sera encouragé à utiliser l'outil digital grâce à un package d'avantages portant entre autres sur la facilitation de l'accès au financement public et la simplification des procédures administratives. Dans un autre registre, le gouvernement s'activera à faire émerger des services à forte valeur ajoutée comme le tourisme et les services, les industries culturelles et créatives et les services numériques. Concernant le tourisme, les priorités consistent à améliorer l'accessibilité de la destination Sénégal en faisant de l'aéroport international Blaise Diagne un véritable hub aéroportuaire africain et la diversification de notre offre touristique. S'agissant des industries culturelles et créatives, nous accompagnerons les travailleurs de ces filières dans la production et dans la distribution nationale et mondiale de leurs produits, contribuant ainsi au rayonnement international de la culture sénégalaise. Dans le même temps, nous veillerons à promouvoir la vitalité de la culture sénégalaise, la conservation du patrimoine matériel et immatériel et la mise en valeur des savoirs traditionnels. Des espaces culturels seront érigés dans les régions, les départements et les communes, et ils constitueront des lieux d'expression adaptés aux attentes des jeunes et des communautés. Un projet phare concernera la construction d'une maison des archives nationales, d'une bibliothèque nationale et d'un grand musée du patrimoine national. L'éducation culturelle sera intégrée dans les programmes scolaires et soutenue par des initiatives locales pour favoriser la transmission des savoirs et le développement de l'esprit critique chez les jeunes. Les médias joueront un rôle central dans la valorisation du patrimoine, mais aussi dans l'ouverture sur le monde et la perméabilité à l'innovation grâce à un soutien accru à la production de contenus culturels accessibles à tous. Enfin, une attention particulière sera accordée au numérique pour positionner le Sénégal comme un hub technologique en Afrique de l'Ouest. Le gouvernement appuiera le développement d'un écosystème d'acteurs réunissant chercheurs, start-up et industriels
pour des investissements dans l'intelligence artificielle, dans le développement de logiciels, dans la cybersécurité, dans l'externalisation des services à haute valeur ajoutée et la gestion des données massives pour offrir des solutions adaptées aux besoins des entreprises. Au total, mon gouvernement a l'ambition de créer les conditions idoines pour hisser le Sénégal parmi les économies les plus compétitives d'Afrique. Cependant, nous ne pourrons réussir ce pari que si nous disposons d'un capital humain de qualité disséminé dans tous les pôles territoriaux. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les honorables députés, il est crucial d'investir dans le capital humain pour exploiter pleinement le dividende démographique et transformer structurellement notre pays. Il nous faut garantir une éducation et une formation solide qui permettent à nos jeunes de développer, à notre jeunesse de développer son employabilité et de tenir toute sa place dans la construction du développement national. Une offre de santé de qualité pour tous, une protection sociale universelle efficace et efficiente. Nous devons également promouvoir activement l'intégration de la dimension genre dans toutes les politiques publiques. Genre s'entendant ici de manière très précise, hommes et femmes. Pour assurer un accès équitable à tous les citoyens, hommes et femmes, à toutes les opportunités économiques et à tous les emplois disponibles. La politique du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, en matière d'éducation sera réalisée en orientant notre système éducatif vers la formation de citoyens adossés à son socle endogène de valeurs africaines et spirituelles et bien préparés aux défis du développement durable, des sciences et technologies, du numérique et de l'intelligence artificielle. Le système éducatif que nous allons bâtir offrira à tout Sénégalais, quelle que soit sa situation sociale, les compétences générales et spécifiques lui permettant d'apporter sa contribution au développement de son pays. L'obligation scolaire, 10 ans, sera appliquée dans toute sa rigueur, avec pour ambition une réduction du taux de déperdition scolaire à 10% au maximum. Des passerelles diplômantes et des accompagnements sociaux renforcés seront introduits, en particulier pour les jeunes filles. La modernisation des infrastructures éducatives s'accompagnera d'un recrutement conséquent d'enseignants bien formés et bénéficiant continuellement de programmes de recyclage. Je vois beaucoup de députés boire alors que c'est moi qui parle. Les abris provisoires seront totalement éliminés d'ici 2029. Les technologies émergentes comme l'intelligence artificielle seront introduites dans les curricula et davantage d'élèves seront orientés vers les filières sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Le multilinguisme sera promu, d'une part grâce à la généralisation de l'enseignement de l'anglais à l'élémentaire et d'autre part par l'utilisation des langues nationales dans le système éducatif et de formation pour que tous nos enfants sachent lire et écrire dans au moins une langue nationale. Les daara seront entièrement intégrés dans le système éducatif et mis à niveau pour ce qui concerne leurs infrastructures, les équipements et référentiels. La formation en alternance sera fortement développée, garantissant à de nombreux jeunes un apprentissage pratique et une transition rapide vers l'emploi. Les jeunes bénéficieront de ce dispositif qui sera soutenu par un fonds national et des incitations fiscales pour les entreprises partenaires. Des systèmes de certification par crédit transférables seront instaurés. Les dispositifs d'apprentissage traditionnels auprès d'artisans et d'entreprises informelles seront appuyés pour permettre à des centaines de milliers de jeunes d'acquérir des compétences reconnues sur le marché du travail. Dans la même perspective, le gouvernement procédera à la mutualisation et à l'optimisation des structures, des interventions et des ressources de toutes les structures publiques
projets et programmes de soutien à l'emploi et à l'entrepreneuriat des jeunes. Une grande coalition pour l'emploi sera mise en place, ainsi qu'un observatoire de l'emploi et des qualifications professionnelles qui sera un véritable système d'information sur le marché de l'emploi. Le développement de l'emploi local se fera également à travers l'attribution de nouvelles compétences aux collectivités territoriales pour le soutien aux activités dans les principaux bassins d'emploi comme l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'aquaculture, le commerce, l'artisanat et le tourisme. Un service civique professionnalisant sera introduit. Il aidera à accompagner l'acquisition de compétences professionnelles que les jeunes pourront exercer, notamment dans les travaux d'intérêt public. Concernant l'enseignement supérieur, la finalisation des chantiers de toutes les universités et établissements d'enseignement supérieur public, notamment Hassan Sek de Ziguinchor, Sine Saloum, El Hadj Ibrahima Niass, Amadou Makhtar Mbow, Gaston Berger de Saint-Louis et Ibader Thiam, permettra de répondre aux besoins croissants des étudiants et de stimuler la recherche appliquée. De nouvelles universités seront construites dans les régions qui n'en disposent pas, afin de rapprocher l'offre d'enseignement supérieur aux populations. Un rééquilibrage sera effectué pour orienter un plus grand nombre de bacheliers vers les filières scientifiques et techniques. Les filières de formation professionnelle supérieure seront développées dans tous les départements du pays qui bénéficieront tous d'un institut supérieur d'enseignement professionnel, ISEP, en alignant le référentiel de formation sur les besoins en compétences des pôles. Une politique de développement des stages pour tous les étudiants sera mise en œuvre. Pour garantir la soutenabilité financière de ce vaste chantier, un nouveau modèle économique éducatif sera mis en place reposant sur le partenariat public-privé, des financements basés sur la performance et l'autonomisation financière des établissements. Les bourses d'études incluront une composante de stage professionnel, tandis que les établissements seront encadrés et encouragés à générer des revenus à travers la valorisation de leurs expertises et la recherche appliquée. Un dialogue permanent et constructif avec les partenaires sociaux du système d'éducation et de formation permettra de bâtir un pacte de stabilité au sein de l'espace scolaire et universitaire. Dans le domaine de la santé, nous devons continuer d'offrir des soins de qualité accessibles à toutes les couches de la population avec des professionnels motivés. Nous insisterons sur l'amélioration de la gouvernance avec un accent particulier sur les ressources humaines, le financement, l'organisation et la gestion. À travers une approche multisectorielle, l'État renforcera la mise en œuvre de la stratégie de la santé dans toutes les politiques pour agir sur tous les déterminants de la santé. Dans toutes les régions, des unités de détection et de prise en charge précoce des maladies chroniques et des épidémies seront mises sur pied, de même que des services d'accueil, d'information et d'orientation fonctionnelle avec du personnel bien formé et qualifié. Les services d'accueil des urgences seront élargis et modernisés avec du personnel mieux motivé. Des financements innovants seront recherchés, y compris par le biais de la promotion de la culture de l'épargne pour la santé et la portabilité de l'assurance maladie. La digitalisation intégrale de la santé se fera à travers le déploiement des plateformes numériques et systèmes d'information digitalisés. Le tout dans un cadre respectant les principes éthiques et garantissant les droits des acteurs. Le dossier patient informatisé, déjà disponible, sera mis à l'échelle au fur et à mesure avec une approche régionale. Le projet d'industrialisation pharmaceutique sera mené avec soin, aussi bien pour les médicaments que pour la production de vaccins, avec l'appui des partenaires au développement et du secteur privé local. La pharmacopée et la médecine traditionnelle ne seront pas en reste, elles seront mieux encadrées dans le cadre de la mise en fonctionnalité optimale de l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique et de la Société sénégalaise de la pharmacie nationale et d'approvisionnement. La pratique du sport participe à la santé. On a tendance à parler de sport qu'en termes de compétition. Chers députés, je vous invite à beaucoup pratiquer le sport. C'est pourquoi nous développerons des infrastructures sportives de proximité dans les communes du pays, en partenariat avec les collectivités territoriales pour favoriser la pratique sportive de masse par la population.
Le sport d'élite sera soutenu à travers un meilleur encadrement des athlètes à haut potentiel et la mise à niveau des infrastructures destinées aux compétitions internationales et nationales. Des plans de relance et de développement seront signés avec les fédérations sportives. En direction de l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse, un suivi rapproché sera effectué pour s'assurer que toutes les infrastructures nécessaires pour une bonne organisation de l'événement seront en place dans les délais. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les honorables députés, c'est parce que nous voulons un Sénégal juste que l'équité sociale est inscrite au cœur de la transformation systémique. Mon gouvernement promeut le rebasing social. Il s'agit de construire un système de protection sociale inclusif et efficient à travers la réforme visant le Code de sécurité sociale, qui permettra de consolider et de renforcer les régimes formels et d'étendre la protection sociale aux acteurs jusque-là non couverts, notamment les travailleurs journaliers, ceux de l'économie informelle, les travailleurs en milieu rural, ainsi que les autres travailleurs indépendants. La préparation pour adoption par l'Assemblée nationale d'un nouveau code du travail dont la vocation sera de promouvoir et de sécuriser l'investissement, mais aussi de renforcer le système de contrôle en milieu de travail. La consolidation du dialogue social tripartite, État, employeurs et syndicats, pour assurer la stabilité sociale à travers la signature entre les partenaires sociaux d'un pacte social consensuel et durable. L'extension de la couverture des filets sociaux, à travers le dispositif de la carte d'égalité des chances pour les personnes vivant avec un handicap, l'application effective des textes relatifs au recrutement de quotas parmi certains groupes sociaux, la réforme du registre national unique, un meilleur ciblage et une promotion de l'entrepreneuriat auprès des bénéficiaires des bourses de sécurité familiale, ou encore la modernisation de la gestion de la couverture sanitaire universelle. Le renforcement des droits et de la protection des femmes contre toutes les inégalités de genre, contre toute forme de violence et pour leur autonomisation économique. La protection des droits des enfants, quel que soit le milieu de résidence, notamment pour l'accès à l'enseignement préscolaire, à l'éducation de base, à la nutrition et à la santé, ainsi qu'à toute forme de violence physique. Le phénomène des enfants de la rue retiendra toute notre attention pour une solution globale et définitive. L'aménagement d'un nouveau système intégré de protection et de promotion des personnes âgées, qui inclura en plus des aspects sanitaires et sociaux, la valorisation des compétences des retraités qui souhaitent les mettre à la disposition de l'État et des collectivités. La lutte contre la vie chère, comme moyen de mise en œuvre du droit à l'alimentation pour tous, en renforçant les moyens d'intervention des services en charge du contrôle économique partout dans le pays, en plus de renforcer l'éducation et la sensibilisation des consommateurs. La rationalisation des subventions à l'énergie, pour qu'elles bénéficient essentiellement aux ménages pauvres. Je veux parler ici du ciblage pour éviter que les plus riches bénéficient beaucoup plus d'ailleurs de ces subventions que les plus démunis. Par ailleurs, l'équité sociale ne peut être évoquée sans accorder une priorité absolue au retour des déplacés du conflit en Casamance. En effet, l'élection de son Excellence, le président Bassirou Diomaye Faye à la présidence de la République, a signifié que la perspective d'un Sénégal juste, prospère et souverain passait d'abord par un pays pacifié dans son intégrité et un peuple plus que jamais réconcilié. Depuis le 2 avril 2024, pas un jour ne s'est achevé sans que mon action et mes pensées ne soient tournées vers la Casamance. Cette partie du territoire national qui a été meurtrie pendant 42 ans par la violence née de l'enchevêtrement, des incompréhensions et des manipulations de toutes sortes. Des avancées significatives et louables dans la restauration de la paix ont été réalisées ces dernières années. Reste donc maintenant à parachever le processus de pacification totale et définitive de cette région naturelle aux potentiels infinis. Mon gouvernement, sous les orientations de M. le Président de la République, s'y engage et y œuvre quotidiennement avec ouverture, mais dans la fermeté quant au principe de l'unité nationale. C'est pourquoi l'une des premières mesures que j'ai prises sur ce dossier, sur instruction du Président de la République, a été de tenir un conseil interministériel pour le retour des déplacés dans leur village. Ce conseil, qui a consacré l'ambitieux plan spécial Diomaye pour la Casamance 2024-2025,
d'un coût provisoire de 54 milliards de francs CFA, avec la mise en place respectivement dans les régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda d'un comité régional inclusif de pilotage, prévoit notamment de renforcer les capacités institutionnelles et budgétaires de l'ANDRAC, chargé de coordonner l'exécution des interventions, de mobiliser le financement des opérations de déminage d'un coût estimatif de 15 milliards, de recourir en priorité aux très petites et moyennes entreprises et à la main-d'œuvre locale dans la conduite des projets gouvernementaux ou appuyés par l'État. De créer une expertise locale pour l'entretien et le maintien des infrastructures, du matériel et des équipements, de prévoir un dispositif adapté d'accompagnement des déplacés pour assurer l'employabilité et l'emploi des jeunes et des femmes en créant les conditions d'un développement continu d'une expertise locale pour l'entretien et la maintenance des infrastructures. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les honorables députés, pour ce qui est du développement durable, nos actions seront inscrites sous le sceau de la promotion d'une gestion durable des écosystèmes naturels et de la conduite d'une transition énergétique juste et équitable. Au regard de la transversalité de la problématique, des cellules de développement durable seront mises en place au sein de tous les développements ministériels. La gestion environnementale sera axée sur l'utilisation rationnelle des ressources naturelles et une veille permanente afin de renforcer la résilience des écosystèmes. Pour cela, le gouvernement va concevoir et mettre en œuvre un programme de conservation et de résilience des écosystèmes. En plus de l'accélération de la mise en œuvre du programme de la Grande Muraille Verte, nous présenterons devant l'Assemblée nationale un projet de loi sur la biodiversité et nous instituerons de nouvelles aires protégées permettant de couvrir 30% du territoire terrestre, marin et zones humides du pays. Chaque aire protégée sera dotée d'un plan d'aménagement et de conservation durable. La résilience aux risques climatiques et la durabilité environnementale se feront de manière inclusive. La promotion des modes de production et de consommation durable permettra de préserver la durabilité des ressources naturelles. À cet effet, la réforme de l'économie circulaire est inscrite dans l'agenda du gouvernement pour en faire un vecteur de propreté de nos villes et de nos campagnes. La réforme englobera la régulation et le financement de la collecte et du traitement durable des déchets. L'objectif est aussi de valoriser le potentiel d'emploi bien rémunéré qui existe dans le secteur. Plus globalement, le Sénégal respectera tous ses engagements internationaux, notamment en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Nous exploiterons les opportunités liées au financement vert et bleu. Les capacités des acteurs de l'écosystème en matière d'élaboration de projets seront également renforcées. Le développement urbain jouera un rôle crucial en capitalisant sur le dividende de densité. Le gouvernement mettra en place les conditions pour doter les villes d'outils de planification et d'infrastructures résilientes susceptibles d'impulser l'émergence de territoires urbains et ruraux attractifs. Cette dynamique sera soutenue par la création de pôles urbains à vocation au sein de chaque pôle territoire pour valoriser le potentiel d'urbanisation et à travers de nouveaux modèles urbains créateurs de richesses et d'emplois. Il nous faudra en outre encourager l'investissement privé dans l'habitat social de qualité et accessible au plus grand nombre de Sénégalais. En plus de renforcer les programmes publics de construction et d'aménagement foncier, c'est tout le sens qu'il faut donner à la révision du Code de l'urbanisme, à l'accélération de la délivrance des actes d'urbanisme, à l'amélioration de la gouvernance dans l'attribution des titres de propriété, à l'extension du système Télédac pour couvrir la gestion numérique des autorisations d'aménagement urbain, et j'en passe. En matière de gestion foncière et domaniale, nous mettrons en place une structure plus adaptée pour une prise en charge correcte de la gestion du domaine de l'État, de la conservation et de la propriété et des droits fonciers et de la réalisation du cadastre national. Au-delà de l'État, elle peut constituer le meilleur cadre pour appuyer les communes à l'utilisation d'outils modernes de gestion foncière. Le gouvernement va déployer un programme national d'aménagement durable et de résilience des zones côtières, dont l'élaboration impliquera l'ensemble des acteurs. La mise en œuvre sera précédée par une campagne de sensibilisation et le déplacement des populations impactées précédé d'un plan de réinstallation défini selon les meilleurs standards en la matière n'est pas exclu en cas de nécessité absolue. S'agissant de la transition énergétique, juste et équitable, il sera question de renforcer le mix énergétique à travers la promotion de nouvelles sources d'énergie,
le solaire, l'éolienne, l'énergie marine et pourquoi pas, puisque la réflexion est lancée, le nucléaire. Nous réaffirmons notre volonté d'atteindre un mix énergétique de l'ordre de 30 à 40% d'ici 2030. Nous mettrons en œuvre une stratégie ambitieuse pour garantir à l'horizon 2030 un accès universel à l'électricité. Je vous rappeler que présentement, le Sénégal produit un peu moins de 2000 MW et que dans le référentiel à l'horizon 2050, il est question d'atteindre 10 000 MW. Le gap est extrêmement important. La sécurisation de l'eau est essentielle pour garantir à chaque citoyen l'accès à une eau potable de qualité pour tous ses besoins. Les études préalables ont démarré pour la mise en œuvre du projet des autoroutes de l'eau, qui constitue un jalon majeur pour amener l'eau de qualité partout au Sénégal. En préservant les eaux souterraines, nous agirons de manière responsable envers les générations futures. Le dessalement de l'eau de mer sera développé en veillant à amoindrir le coût en énergie des projets et leur impact sur l'environnement. Quant à l'assainissement, nous y consentirons davantage de ressources, non seulement pour les infrastructures urbaines, mais aussi en milieu rural. Une réforme en profondeur du secteur de l'assainissement, sans laquelle l'accès universel ne sera jamais une réalité pour nos concitoyens, quels que soient les montants qui seront investis. L'économie sociale et solidaire sera promue au niveau des pôles territoires. Le cadre législatif et réglementaire sera rénové à cet effet. Les acteurs seront mieux organisés de sorte à faciliter la conclusion de contrats de services publics entre les collectivités territoriales et les entreprises de l'économie sociale et solidaire, ou entre ces dernières et les grandes et moyennes entreprises locales. La démarche innovante consistera à promouvoir des pilotes, des solutions réplicables à une grande échelle. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les honorables députés, sans sécurité, pas de paix. Nous œuvrerons à la sécurité et à l'intégrité territoriale pour la prospérité du pays et de ses concitoyens, dans un environnement sous-régional apaisé. L'objectif stratégique est de sanctuariser le territoire national et de renforcer la protection des personnes et des biens dans le respect des valeurs républicaines et des engagements au titre de la préservation de la paix internationale. En mer, la découverte de ressources naturelles commande aux forces de défense et de sécurité d'adopter une posture d'anticipation et de veille. À cet égard, le processus de transformation profonde des forces de défense, de sécurité intérieure et de sécurité civile, le processus de transformation profonde des forces de défense, de sécurité intérieure et de sécurité civile à initier devra permettre de poser les jalons de la marche du pays vers une souveraineté effective et multidimensionnelle. En effet, l'augmentation substantielle des effectifs, la construction d'infrastructures de travail et de logement, l'amélioration de la condition du personnel, la montée en puissance des structures de formation ainsi que la déconcentration des forces vers les zones frontalières rentrent dans le cadre de la mise en œuvre d'une vision holistique de la défense et de la sécurité et la prise en compte des défis sécuritaires auxquels le Sénégal fait face. Un plan d'urgence visant à résorber les gaps capacitaires critiques permettra d'acquérir des équipements majeurs et de renforcer les infrastructures. Par ailleurs, l'analyse du contexte actuel laisse apparaître à l'évidence une nécessité de redimensionner les forces de défense et de sécurité en termes d'organisation, de capacité et de maillage opérationnel des espaces terrestres, maritimes et aériens. C'est dans cet esprit qu'un projet de loi de programmation militaire à l'horizon 2035 sera proposé à votre auguste Assemblée très prochainement. Les actions prioritaires pour les forces de défense et de sécurité porteront aussi sur l'amélioration des relations avec la population par la réalisation de projets à fort impact socio-économique, par le renforcement de la citoyenneté et la promotion de l'esprit de sécurité et de défense. La transformation de la perception et de l'image des forces de défense et de sécurité, la mise en place d'un cadre d'interaction efficace pour l'amélioration, l'accueil et réduire les délais de traitement des dossiers, la création d'une plateforme de traitement des dossiers, la création d'une plateforme digitale d'information et la réduction des accidents de la circulation sont autant d'actions qui polarisent les efforts. Cela commande de finaliser le processus de départementalisation de la sécurité dans toutes ses dimensions, gendarmerie,
police et sécurité civile. De prendre les dispositions idoines pour assurer une présence permettant de réduire les délais d'intervention, de décentraliser l'intervention spécialisée, de renforcer les capacités techniques des unités d'investigation en police judiciaire et d'activer des unités spécialisées en milieu maritime, aérien et ferroviaire. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les honorables députés, notre engagement panafricain sera renforcé. Le Sénégal est déterminé à jouer un rôle accru en Afrique et sur la scène internationale. Fidèle à notre tradition de havre de paix, nous œuvrerons à renforcer notre intégration régionale au sein de l'Afrique de l'Ouest et à promouvoir une coopération plus étroite avec nos partenaires africains. Conformément aux instructions du chef de l'État, le Sénégal ratifiera le protocole de Malabo de 2014 qui vise à ériger le Parlement panafricain en une institution législative et à part entière. Dans la même foulée, nous passerons en revue tous les traités et protocoles régionaux afin de nous mettre à jour pour ce qui concerne la ratification, leur incorporation dans notre droit interne et leur mise en œuvre. Nous nous